Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec ce drame à Thiès. Le petit train bleu en partance pour Dakar fauche mortellement une femme âgée d'une soixantaine d'années. L'accident s'est produit au marché Sam. La polémique à Benno Bokk Yakaar après l'officialisation des investitures. Abdou Mbow de la paire soutient qu'aucun accord concernant les investitures n'a été violé. Le politologue Momar Diong avance que Macky Sall a choisi de renforcer le PS au détriment de l'AFP à cause de Khalifa Sall. Démarrage ce lundi du baccalauréat technique. Au menu, les mathématiques et construction mécanique. Les premiers résultats sont attendus la semaine prochaine. Et puis à Saint-Doux, les populations refusent d'être recasées ailleurs pour les besoins de la construction du port. Elles ont investi la rue pour dire non. L'invité du 20h, il s'agit de Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. Il sera là en fin de journal. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Ce drame à Thiès, le train a encore tué dans la Cité du Rail une femme. La soixantaine d'années a mortellement été fauchée par le petit train bleu en partance pour Dakar. Un accident qui s'est produit au marché Sam. L'élément n'est pas encore en place. Certainement, nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Nous parlons politique à présent avec la polémique après les investitures qui fait rage. Macky Sall a choisi de renforcer le Parti socialiste dans les investitures au détriment de l'AFP de Moustapha Niasse à cause de Khalifa Sall. C'est du moins l'avis de Momar Diong qui pense que Benno Bokk Yakaar peut y perdre. Le professeur Mbaye Thiam de son côté soutient que l'objectif pour Macky Sall c'est 2019. Un sujet signé Alassane Ba et Modou Diop. Frustration, les choix de Macky Sall font réagir. Une stratégie bien calculée. Au bout de 5 ans, le président de la République est le plus habilité à considérer ce que chacun lui a rapporté durant les 5 ans. Et c'est en fonction de cela et de cela seulement qu'il distribue les postes dans la liste. Surtout qu'une carte blanche, ça signifie que le président, en rapport avec les informations qu'il détient, en rapport avec les objectifs politiques qu'il a dans les différents secteurs, par rapport à son propre parti, mais confectionne la liste en pensant non pas aux élections législatives, mais aux élections présidentielles. De notre côté, l'analyste politique n'est pas étonné. Le Parti socialiste bien servi, contrairement à l'Alliance des forces de progrès de Moustapha Niasse, le cas Khalifa Sall est passé par là. Je crois que s'il y a un leader politique que le président a en ligne de mire, c'est Khalifa Sall du Parti socialiste. Donc il est tout à fait normal, de ce point de vue-là, qu'il essaie de renforcer la tendance du Parti socialiste qui est resté fidèle à Ousmane Tanor Dieng, parce que le faire, c'est peut-être affaiblir et amoindrir le danger que représente Khalifa Sall. Donc, je crois que c'est des calculs politiques de ce type-là qui ont fait que le président de la République a préféré renforcer le Parti socialiste plutôt que l'AFP ou l'URD. Une situation qui risque de briser la force de Benno Bokk Yakaar et réveiller les vieilles rivalités. Ce qui fait que les gens de l'AFP poussent des cris d'orfraie, c'est qu'ils ne peuvent pas du tout admettre que le Parti socialiste, tendance Ousmane Tanor Dieng, puisse se retrouver sous la 13e législature avec une vingtaine de députés, là où eux, ils voulaient avoir 26 et ils vont se retrouver avec juste 6 députés et l'URD 0 député. Vous voyez que c'est cette rivalité-là qui risque de ressurgir. Des remous, conséquence de la carte blanche donnée à Macky Sall, mais une interrogation, l'AFP est-elle toujours aussi représentative? L'AFP était portée par le parti au pouvoir, ils sont allés ensemble aux élections. On ne savait pas à l'avance ce que représentait l'AFP. Par contre, s'il y a une chose qui a servi à Macky Sall, c'est le record de Moustapha Niasse aux élections de 2012. Or, il ne faut pas que l'on confonde le rapport de l'électorat à un candidat présidentiel et le rapport de l'électorat à une liste de députés. Ce n'est jamais le même.
Sujet signé Alassane Ba, les listes de Benno Bokk Yakaar ont été réparties de manière juste, c'est du moins l'avis d'Abdoul Mbow. Le député soutient qu'aucun accord concernant les investitures n'a été violé. Je vous propose de l'écouter, il est interrogé par Mame Birame Diouf et Diafar Abba. Non, il n'y a pas eu de rupture dans les accords. Le président de la République, qui est le président de la coalition Benno Bokk Yakaar, est même des fois critiqué par son propre parti, parce que souvent les militants de l'APR même disent que le président Macky Sall prend en compte beaucoup plus les alliés que son propre parti. Cela veut dire quoi? Que le président de la République, président de la coalition Benno Bokk Yakaar, a été le plus juste possible par rapport à ces investitures. Car maintenant, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des ressentiments quand même malheureux au sein de certaines formations politiques, et la démocratie voudrait que quand on n'est pas content de quelque chose, qu'on puisse l'exprimer. Mais cela n'enlève en rien la cohésion, encore une fois, de la coalition Benno Bokk Yakaar, parce qu'on ne va pas aller jusqu'à des votes sanctions. Vous avez entendu l'AFP, vous avez entendu le PS, mais ils ont juste dit ce qu'ils pensaient. La liste nationale Wattu Sénégal ne présente pas d'irrégularité, elle respecte la parité. Ce sont les précisions de Moussa Diakhaté de Bokk Gis Gis. Il faisait face à la presse ce matin, je propose de l'écouter. Ce matin, vous avez entendu, vu, lu dans des sites de la place qui parlent de probabilité d'élimination de notre liste. Parce que tout simplement, disent-ils, qu'on a aligné 2 femmes. Le nom qui sortait le plus était celui de Néné Mané, qui se trouve être là, à ma droite, responsable national des étudiants de Bokk Gis Gis. Mais c'est fait à dessein. La logique journaliste aurait aimé, avant d'agir de la sorte et porter atteinte à une structure comme la nôtre, de vérifier au moins l'information. Mais c'est fait à dessein et nous nous attendons à pire. Nous ne serons pas surpris demain si nos bulletins sont sabotés par rapport à la photo de la tête de liste. Parce que ce qu'ils veulent, c'est essayer de ternir notre image. Mais c'est le comportement d'un régime qui panique. Autre aspect de l'actualité, cette manifestation des populations de Sendou, c'est dans le département de Rufisque. Elles ne veulent pas être recasées ailleurs pour la construction du port Raquillé. Hier, elles ont investi la rue à travers une marche pour dire non à ce recasement. Je propose de suivre ce compte-rendu signé Ousseynou Thiam et Biradiagne. Procession dans les rues de Sendou, suivi d'un grand rassemblement sur la place publique, les populations ne veulent pas quitter leur localité pour laisser la place au port Vraquier. Il veut recaser Sendou. C'est la raison pour laquelle la population s'est levée et dit non au recasement. Sendou dit non au recasement. Le siècle, dont plus de 95% de la population vivent essentiellement de la pêche, auront profondément à se déplacer vers un autre coin. Non, on ne pouvait pas habiter avec le port minéralier et vraquier parce que c'est un port qui a des transformations chimiques. C'est dangereux pour notre santé, mais c'est dangereux aussi pour notre santé et l'avenir de notre futur avenir. Avec la construction de ce port, ces populations craignent la disparition de leurs activités économiques liées à la pêche et leurs pratiques culturelles. Le recasement envisagé aura des conséquences socio-économiques et socio-culturelles sur le vécu des Sendois. Parce que sur le plan économique, 95% des populations vivent la pêche. Aujourd'hui, si l'État arrive à nous recaser, qu'est-ce que nos pêcheurs, nos moments transformatifs des produits halieutiques, qu'est-ce qu'ils vont travailler? Sur le plan socio-culturel, les élèves ont leur réalité. On a l'Inde avec nos hamba. L'État doit respecter notre culture. Nous interpellons directement monsieur le chef de l'État, monsieur Macky Sall, que la dignité et les droits des populations de Sendou soient respectés. Nous sommes des Sénégalais, nous sommes de la région de Dakar. Nous sollicitons votre implication personnelle pour que les droits soient respectés. Nous disons non de nos jobs. Nous disons non. Même notre souhait, c'est l'annulation de cette port. Nous ne voulons pas cette port. Très déterminés à ne pas assister à la délocalisation de Sendou, ces populations exigent l'annulation pure et simple de ce projet. Je vous l'annonçais dans les titres, les candidats des séries TG démarrent le baccalauréat ce lundi au lycée technique et d'industrie de la Fosse. Les épreuves de mathématiques et construction mécanique ont été traitées au premier jour. Les épreuves écrites seront suivies des exercices pratiques. Les premiers résultats sont attendus la semaine prochaine. Aminata Mbaresso, Tierno Laurent Mendy, reportage. En cette matinée d'examen,
L'ambiance est calme au lycée technique d'industrie de la Fosse. Au deuxième étage du bâtiment central, des candidats au baccalauréat technique composent les matières du jour, les mathématiques et la mécanique. Série T1 et T2, comme on dit en lycée technique d'industrie, ici c'est des séries scientifiques et techniques. Là, ils ont les mêmes épreuves que ceux de l'enseignement général pour ce qui concerne les mathématiques, sciences physiques, français, anglais, EPS. Aujourd'hui, c'est les mathématiques, l'après-midi, ce sera mécanique et ASE, analyse des systèmes électriques, voilà, et ainsi de suite. Après les épreuves écrites, les candidats devront procéder à la pratique, une particularité du baccalauréat technique. La pratique, c'est pour les laboratoires, les ateliers où il y a les machines, les appareils, les installations, et les salles spécialisées où il y a des machines spéciales, des automates, l'informatique, etc. C'est là les salles spécialisées. Voilà. Des cas de fraude notés lors des épreuves anticipées de philosophie. Pour ce qui est du baccalauréat technique, les organisateurs rassurent. Dans ce centre, le professeur indique que toutes les dispositions sont prises pour éviter d'éventuelles tricheries. Le centre accueille environ 100 candidats. Ils sont répartis en 2 jurys, un jury pour les bacs techniques 1 et un autre jury pour le baccalauréat technique 2. Aminata Baresso, les enfants dans la rue, une bombe à retardement. C'est le cercle des amis et défenseurs des enfants qui sonne l'alerte. Au cours d'une rencontre qui s'est tenue ce matin, les parties prenantes ont sensibilisé sur les risques liés aux réseaux sociaux et autres. Compte rendu signé Fatou Kinedem et Tierno Laurent Mendy. Mettre l'accent sur le capital humain, bien préparer les enfants pour assurer la relève. Le Cercle des amis et défenseurs des enfants fait appel à une responsabilité collective face à la recrudescence de la délinquance. Il se trouve que ces enfants qui sont aujourd'hui dans la rue, qui ne sont pas préparés, à qui on n'a pas inculqué des valeurs fortes, qui n'ont pas reçu d'éducation, d'instruction, qui ne sont pas préparés sur le plan professionnel, ils deviennent grands. Je crois que si on ne fait pas attention, ils vont venir grossir le rang des délinquants. Le problème de la fille qui est à Thiès, et c'est des cas qui se répètent par rapport au problème des enfants. Il nous faut un ministre qui n'est pas du tout politique. Le défi de la protection des enfants dans un monde connecté, une alerte par rapport aux risques liés aux réseaux sociaux. Au-delà de ce que nous vivons au quotidien, nous avons maintenant des risques au niveau des territoires digitaux. C'est les risques charriés par Facebook, charriés par WhatsApp, etc. Évidemment, les enfants, les jeunes, les adolescents vont vers ces territoires digitaux sans pour autant toujours être préparés, et ça peut conduire à un certain nombre de dérapages, ça peut conduire à un certain nombre de risques. D'où la nécessité d'impliquer les enfants dans la lutte, les responsabiliser davantage. Dans les séminaires et autres, il n'y a que les adultes qui représentent les enfants, alors qu'il n'y a pas un cadre institutionnel. Et ça, c'est un problème. C'est pour cela que je l'ai dit que c'est des fonctionnaires des enfants, mais pas des militants des enfants. Par ailleurs, les défenseurs des droits de l'homme présents à cette rencontre appellent l'État à veiller sur la manière dont les ONG en faveur de l'enfance utilisent les ressources. Fatou Kinedem, à quand la fin de la mendicité au Sénégal? En tout cas, les autorités sont pointées du doigt. La période préélectorale est un moment propice pour encourager la mendicité. Écoutons à ce propos le sociologue Djibi Diakhaté. Il est toujours interrogé par Fatou Kinedem et Tierno Laurent Mendy. C'est-à-dire que quand nous avons un projet, nous allons toujours voir un marabout qui nous demande de donner à l'aumône telle ou telle autre chose. Et alors nous cherchons le mendiant à qui donner l'aumône. Il se trouve que si le jour où les mendiants ne seront plus là, que le marabout m'aura fait une prescription en termes d'aumône, j'aurai des problèmes pour trouver un mendiant à qui donner cette affaire. Et en conséquence, je vais considérer que je vais échouer dans mon projet. Les moments de pré-campagne, de campagne, d'élection sont aussi des moments fastes pour les candidats qui veulent donner l'aumône pour être investis sur les listes. Et une fois qu'on est investi sur les listes, pour être envoyé au niveau de l'hémicycle. Donc c'est des moments fastes. On s'en est rendu compte qu'à chaque fois qu'on s'approche des élections, nous sommes dans une situation d'emballement. Emballement sur le plan politique, emballement sur le plan social, mais emballement sur le plan spirituel. C'est-à-dire que ceux-là qui sont appelés à lutter contre cette affaire, c'est ceux-là même qui perpétuent le système. C'est ça qui pose problème.
Nous allons à Médina Yoro Fula. Des acteurs de l'éducation demandent aux ONG et bonne volonté d'aider les écoliers avec la construction de digues de passage. En effet, le manque de pistes praticables plombe pratiquement l'éducation des enfants. C'est une correspondance signée Abdoulaye Diallo. Sinthiang Diallo est une des localités la plus enclavée du département de Médina Yoro Fula. Pour s'y rendre, il faut parcourir des dizaines de kilomètres dans la forêt et sur des pistes en forme de labyrinthe pour y arriver. Sinthiang Diallo abrite une école élémentaire de 3 salles de classe, 4 cours et 2 enseignants. L'école de Sinthiang Diallo polarise 6 villages et les chemins qui mènent à cet établissement sont coupés par le fleuve Casamance où par endroits les élèves courent de gros risques en traversant des ponts de fortune pour aller à leur école. C'est d'ailleurs une de leurs difficultés. Ici, l'école a trop de difficultés. Première fois, il faut noter que les élèves arrivent tard parce qu'il y a un problème d'accès. Le pont que nous avons, il y a trop d'eau. Surtout au mois d'octobre, les élèves n'arrivent même pas à traverser le pont. Et deuxièmement, les villages sont un peu distants. Alors, pendant la récréation, on fait des cours, on continue la récréation jusqu'à midi, presque. On attend les élèves parce qu'ils déjeunent à la maison. Il ne faut pas déjeuner le matin. Ils mangent à 11h. Pour que ce problème disparaisse, il faut une cantine. Il faut pratiquement une cantine. Et deuxièmement, l'école a des problèmes. Il n'y a pas de clôture. To fannu si école udiri han ko hatta elewaɓe amen ɓe jawa fuɗɗade. À chaque ouverture des classes, nos élèves accusent beaucoup de retard avant le démarrage de leurs cours à cause de ce manque de passage. À cette période, il se trouve qu'il y a beaucoup d'eau à cet endroit et que nous n'avons pas les moyens de nous faire des ponts dignes de son nom. Il demande à l'État, aux ONG et aux bonnes volontés de les venir en aide par la construction de digues de passage. Palano perdango fabo minen. Nous demandons de l'aide au président de la République, aux ONG et aux partenaires de l'éducation de nous aider afin que nos enfants puissent aller à l'école. À cause de ces difficultés, le concept Ubité Djangete ne peut pas s'appliquer à Sinthiang Diallo. Pendant l'hivernage, les accessoires de ces ponts sont emportés par les inondations. Il faut attendre jusqu'en novembre pour voir une baisse du niveau des eaux et que les parents se mobilisent pour refaire le pont. Je vais vous l'annoncer en début de journal, ce drame à Thiès avec le train qui a encore tué dans la cité du Rail. Une femme, la soixantaine d'années, a été mortellement fauchée par le petit train bleu en partance pour Dakar. L'accident s'est produit au marché Sam. C'est une correspondance signée Cheranta Diop et Seyla Tire. Douloureux et atroce, déchiqueté, une femme, la soixantaine, a été mortellement fauchée par le train bleu en partance pour Dakar. Cet accident mortel s'est produit à 7 heures à hauteur du passage à niveau du marché Sam. Personne ne pouvait retenir ses larmes à cause de l'atrocité de la scène. La femme a trébuché sur les rails et tombée avant que les gens ne viennent la secourir. Le train est passé sur elle. Ce témoin met en cause les autorités municipales et du chemin de fer. Tous les autorités caisses, maire de la commune nord, la responsabilité de la mairie nord est entièrement engagée dans cette affaire puisque le marché Sam a été délocalisé et elle a laissé les commerçantes revenir sur le site. Nous exigeons l'érection de panneaux de signalisation et la pose de barrières. La victime Assougay, la soixantaine, est mère de 5 enfants. Dès l'annonce de la nouvelle, un de ses fils était venu s'enquérir de la situation. Sous le choc, a été retenu et assisté par ses amis. Les accidents sont récurrents sur cette axe à cause du laisser-aller qui permet aux femmes d'utiliser l'emprise ferroviaire qu'elles transforment en marché. Cheranta Diop, notre reportage Ramadan. Nous nous intéressons aujourd'hui à la bataille de Badr qui coïncide avec le 17e jour du mois de Ramadan pour l'imam Mohamedou Mansour Sall de la grande mosquée des HLM. Cette confrontation armée est pleine de sens pour les musulmans. Il a rencontré nos reporters Cher Tidiane John et Yafaraba.
C'est le nom d'une vallée située entre la Mecque et Médine. La première bataille décisive de l'islam marque le début des confrontations armées. Et ça s'est déroulé le 17e jour du mois de Ramadan et c'était un lundi comme cette année ça va être un lundi. Les musulmans étaient d'un nombre très réduit, 313, et les kafirs faisaient plus de 1000. C'est une bataille dans laquelle Dieu a participé en envoyant des anges. Il dit dans le Coran qu'il a envoyé jusqu'à 5000 anges pour qu'ils viennent au secours des musulmans. Parce que comme ils avaient la foi et ils étaient faibles à la Mecque, Dieu les a appuyés et c'est la raison principale de leur victoire qui s'est déroulée en un clin d'œil. Le 17e jour du mois sacré de Ramadan, une bataille qui n'a duré que 2 heures, mais qui a changé l'histoire de l'humanité. L'homme, dans tous les aspects de la vie, tout ce qu'il doit faire, il doit le faire avec la pleine mesure. Il ne faut jamais limiter les choses ou les prendre à demi-mesure. Donc tout ce que nous devons faire en tant qu'homme, on doit le faire avec la foi pleine, la pleine mesure et ne pas associer des choses qui ne vont pas de pair. Les spécialistes estiment que cette bataille est une encyclopédie et constitue un trésor inépuisable du Coran. Cher Sidiane John, le Sénégal deviendra prochainement le premier contributeur de troupes de la MINUSMA. C'est une annonce du président de la France, Emmanuel Macron, qui s'exprimait en marge d'une conférence de presse avec Macky Sall qu'il a reçu à l'Élysée ce matin. Je vous propose de l'écouter. Nous faisons aujourd'hui face à des défis communs. Et ce sont ceux-ci que nous avons d'abord couverts. Le défi du terrorisme, du fondamentalisme et des nombreux déséquilibres régionaux que nous suivons très étroitement donc, avec le président Macky Sall. Je veux ici redire le rôle majeur que le Sénégal joue et a joué dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le Sénégal a été à nos côtés depuis le départ. Je n'oublie pas que les premiers éléments de l'opération Serval se sont déployés à partir du Sénégal et que le Sénégal, déjà fortement engagé, deviendra dans les prochaines semaines le premier contributeur à la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. Et à ce titre, nous connaissons, et l'un et l'autre, le prix de cet engagement pour nos armées, pour les vies de nos soldats. Mais nous partageons aussi la même conviction, c'est la mobilisation résolue et durable des acteurs de la région qui permettra de faire refluer de manière irréversible la menace terroriste. Et à cet égard, au-delà des différents formats qui existent aujourd'hui, mon souhait est que la France puisse continuer d'une part cet échange stratégique, militaire et de sécurisation avec le Sénégal et d'autre part continuer également le travail avec la CEDEAO au-delà des forums régionaux qui peuvent être organisés auxquels nous participons également. La page des sports avant l'invité de ce journal, Maître Augustin Senghor, qui est déjà là avec nous. Mais retenez que Génération Foot, sacré champion du Sénégal, on sacre prévisible vu le parcours de l'équipe. C'est ce que pense Talafal, responsable communication de l'équipe, qui pense que ce titre est le fruit d'un long travail. Salif Diallo de l'agence de presse sénégalaise lui estime que Génération Foot a tout pour être champion, mais son seul regret est le fait qu'il n'y ait pas eu de suspense dans ce championnat. Je vous propose de suivre ce sujet signé Pape Faraning et Modou Diop. Génération Foot, championne du Sénégal à 2 journées de la fin de la saison. Ce n'est point une surprise aux yeux des observateurs. Malgré son statut de promu, le club de Denis Biram Ndao s'est donné les moyens pour arriver à ce sacre. Si vous regardez bien, depuis 2013, et depuis qu'on est installé vraiment à Denis Biram Ndao, on a pu gagner en 2015 une Coupe du Sénégal et en 2017 aujourd'hui un titre de champion du Sénégal. Donc c'est pour dire quelque part quand même c'est un titre mérité. Vous ne croyez pas que la différence serait aussi énorme? Parce que c'est la première fois que le championnat est joué 2 journées avant. On attendait la dernière journée pour que le championnat soit joué. Aujourd'hui, Génération Foot a fait le vide
2 journées avant. Et l'année dernière, ils ont perdu 5 jours. Donc ce qui fait que bon, en fait, c'est le travail qui a été payé. Je pense que bon, ça doit être une leçon pour tout le monde, quoi. Un club professionnel dans tous les sens du terme avec un staff de qualité. Génération Foot a tout pour jouer le premier rôle dans le football sénégalais. Il recrute à la base de meilleurs joueurs. Il y a les techniciens de très haut niveau, parce que Blaise Sarr quand même a été sélectionneur national. Il faut pas oublier qu'il a été demi-finaliste de la CAN. Et ensuite, quand on voit les joueurs qui évoluent à la Génération Foot, il y a une continuité. Donc ils sont motivés et puis ils sont pris ensemble sur le plan diététique. Ils mangent mieux que nos gars, ils sont mieux entraînés, ils ont une salle de musculation. Tout ça, ça concourt à les mettre au devant de la scène. Mais comme à l'image de nos champions précédents, après un titre, l'équipe a des difficultés pour se maintenir au même niveau et dépasser les tours préliminaires en Afrique. Il faudrait qu'on nous retourne pour pouvoir au moins participer aux phases de poule. Et donc je pense que ça va être peut-être l'objectif de Génération Foot. Génération Foot est une filiale du FC Metz. Chaque fois, le FC Metz va venir prendre les meilleurs joueurs et va les amener. Bon, quand ils font ça, ils ne seront jamais prêts pour l'Afrique. La preuve, la dernière fois qu'ils sont allés en Afrique, ils sont tombés des préliminaires. Après la Coupe du Sénégal en 2015, Génération Foot au toit du foot sénégalais, un titre mérité vu leur parcours. Merci beaucoup, Pape Faraning. Nous restons avec Talafal, le responsable de la communication de Génération Foot, qui dédie donc ce titre à leur parrain Youssou N'Dour. Je propose de l'écouter toujours au micro de Pape Faraning. Ce titre, vraiment, il m'a dit le lui dédie, parce que Madi m'a beaucoup parlé de ça et il le lui dédie. Donc merci pour tout ce qu'il a fait encore une fois pour Génération Foot. Et c'est l'occasion aussi de remercier notre président d'honneur, Youssou N'Dour, parce que c'est quelqu'un qui a cru en ce projet depuis 2000, qui nous a toujours soutenus, qui nous a toujours ouvert ses portes et qui a toujours su répondre présent. Et franchement, on le remercie encore une fois. Et peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais ce qu'il fait pour Génération Foot est énorme. Et c'est l'occasion pour nous vraiment de le remercier du fond du cœur, parce qu'il a été quelqu'un, il a su tenir la dragée très haute, en étant un grand frère, en étant un ami et en étant un bailleur.